Deuxième invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Benoît Hamon. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là, tête de liste de Génération pour les européennes, les élections européennes. On en parle dans quelques instants. Juste, comme on est une émission d'actualité économique, 2 tiers des Français ne croient pas aux baisses d'impôts annoncées par le président de la République. Le sondage est là pour les Échos. Pourquoi les Français jugent que ce n'est pas crédible? C'est annoncé, c'est confirmé. Pourquoi est-ce que 2 tiers, c'est pas rien comme non? Non, ça dit Ça dit ce quoi? qu'on voit tous les jours, c'est-à-dire qu'il y a l'absence de confiance dans la parole politique, parce qu'il y a eu tant d'annonces qui n'ont pas été réalisées, c'est valable, on va dire, dans les 20 dernières années, qu'aujourd'hui c'est un peu enraciné dans la culture politique des Français, une méfiance à l'égard de leurs élus. C'est marrant parce que c'est une méfiance qui répond aussi à celle des élus à l'égard du peuple. Vous avez aujourd'hui au pouvoir une forme de méfiance à l'égard de la parole populaire, comme si parfois elle était excessive, trop radicale, et comme si les élites, elles, étaient détentrices de l'intelligence, de la raison, que là où parfois elles démontrent, ces élites, être très conservatrices, peu capables de prendre en compte les grandes transformations que vivent nos concitoyens. Donc il y a une méfiance qui répond à une méfiance. Puis bon, il faut le rappeler, quand on fait un échantillon de Français, il y en a beaucoup qui ne payent pas, en tout cas, l'impôt sur le revenu. Alors qu'il y a un biais. Mais il y a un biais, j'en sais rien. En tout cas, si vous disiez qu'on baisse la TVA, ça concernerait tout le monde. Oui. Ouais, ça coûterait plus cher aussi. Oui, mais la question est de savoir quels sont les impôts justes et ceux qui ne le sont pas. Et si on pose La la TVA question... concerne tout le monde, alors que là, pour le coup, l'impôt sur le revenu sera plutôt ciblé sur les classes moyennes supérieures. Oui, dans les faits. Et puis je pense que la question du consentement à l'impôt, qui est une des questions centrales des sociétés modernes, et de celles qui se fondent sur un État qui redistribue, sur un État qui assure la protection sociale, et notamment à l'égard des plus pauvres, cette question du consentement à l'impôt, elle est centrale. Et moi, je vois dans le fait qu'une partie des allocations ou des prestations cessaient d'être universelles dans le passé, une des explications d'une forme de sécession aujourd'hui des élites et des plus riches qui, parce que, en clair, on remet en cause l'universalité d'un certain nombre de prestations, ne consentent plus à la solidarité. Tous les pays dans lesquels a été étudiée la remise en cause de l'universalité des prestations ont montré que, à la fin, c'était le consentement des élites et des plus riches à payer l'impôt qui était la conséquence de la remise en cause de l'universalité des prestations. Quand on dit on réserve des prestations seulement aux plus pauvres, ce qui semble être juste au départ, c'est aussi de facto une forme d'entaille qu'on crée et qui nuit au consentement à l'impôt. Ouais. Voilà. Benoît Hamon parlait de la parole des citoyens qui peut-être l'auront dans le cadre de la privatisation d'ADP. Vous avez vu le Conseil constitutionnel qui valide cette proposition de loi qui ouvre la voie possiblement à un référendum sur la privatisation d'ADP. Le ministre Bruno Le Maire croit toujours au bien fondé de cette privatisation qu'il défend mordicus depuis le début. Elle a du plomb dans l'aile, cette privatisation, selon vous. Elle n'est pas prête de voir le jour. C'est une victoire pour l'opposition, ça? Une victoire politique? Oui, en tout cas, je pense que c'est... je ne sais pas si ce sera une victoire politique, si le référendum est organisé, si finalement les citoyens français jugent les arguments suffisants pour empêcher la privatisation d'ADP. La réalité, c'est qu'on ne comprend pas bien pourquoi on fait aujourd'hui cette vente-là, que les arguments de Bruno Le Maire et ceux d'Emmanuel Macron ne convainquent pas, qu'on voit l'intérêt à court terme. De l'argent qui serait derrière un fonds d'investissement qui serait rémunéré, grâce à cet argent, on investirait dans les nouvelles technologies. Oui, d'accord, mais ça ne suffit pas à convaincre ceux qui pensent qu'il y a là une infrastructure stratégique, que les privatisations précédentes d'aéroports n'ont pas convaincu, qu'aujourd'hui, il s'agit peut-être d'être un peu plus raisonnable avec ces infrastructures-là et de les conserver dans le giron de la puissance publique, plutôt que de les vendre ou de vendre les bijoux de famille à la découpe, comme c'est le cas aujourd'hui. J'observe surtout que c'est assez frappant de voir le contraste qu'il y avait, même si d'un côté il y a une compagnie aérienne et de l'autre côté les aéroports de Paris, à voir qu'il y a des États pourtant très libéraux qui ont des stratégies, qui sont des stratégies de prise de contrôle, en l'occurrence les Pays-Bas, d'un certain nombre de parts du capital d'une compagnie aérienne. Pour équilibrer le poids de l'État néerlandais. Oui, mais il y a un État qui s'implique, là où aujourd'hui en France on ne parle que de privatisation et assez peu d'un État stratège et d'un État pilote dans le champ de l'économie. Ah, moi, je vois beaucoup d'idéologie à cela. Je crois que quand Bruno Le Maire dit, par exemple, pas de nationalisation temporaire, l'État n'a pas vocation à faire des boîtes de vitesse. Quand il parle de Ford Blanquefort, l'État fait déjà des boîtes de vitesse dans Renault. Je ne vois pas bien pourquoi il n'en ferait pas là. Et pourquoi, en l'occurrence, la question de la nationalisation temporaire n'est pas un instrument parfois pragmatique, pas dans toutes les conditions, pas dans tous les cas, mais un instrument dont on dispose, qui permet de changer les règles du jeu, là où on considère que l'intérêt stratégique, l'intérêt de l'État, l'intérêt de la France, l'intérêt de notre économie est en jeu.
Et ça me frappe parce que je trouve que c'est symptomatique d'une forme de catéchisme. Alors, n'y voyez pas, j'ai fait mon catéchisme moi aussi quand j'étais jeune, mais de catéchisme ou de dogme économique qui est très présent à Bercy notamment, et qui voudrait que le mot nationalisation soit devenu désormais un gros mot ou un mot tabou, là où il ne l'est pas. Cette privatisation, elle a ou pas du plomb dans l'aile, selon vous, maintenant? Oui, moi j'espère. En tout cas, nous, on va travailler à ce que les 4,5 millions de signataires soient réunis. Il faut réunir 4,7 millions de signatures de Français en 9 mois. Ce ne sera pas simple, mais on peut y arriver. Je vous le dis, on peut y arriver. Oui, c'est parfaitement jouable. Toutes les organisations aujourd'hui opposées à cette privatisation vont se mobiliser pour qu'on y arrive à ces 4,5 millions de signatures. Il est affaibli politiquement, le président, par cette décision du Conseil constitutionnel? Oui, il est affaibli surtout. Ça contrecarre ses plans quand même. Mais, oui, ça contrecarre ses plans. C'est-à-dire qu'on s'interroge sur le sens de cette politique aujourd'hui. Fondamentalement, je crois que l'accélération qu'a donnée Emmanuel Macron a un agenda libéral qui n'a pas démarré avec lui. Avait démarré sous Jacques Chirac, puis Nicolas Sarkozy, poursuivi par François Hollande, mais qu'il a accéléré, qu'il accélère dans le champ de la protection sociale, qu'il accélère dans le champ du marché, dans la dérégulation du marché du travail. Les dernières annonces vont dans le sens vers plus d'État, on l'a quand même compris. Honnêtement. À la marge pour vous? Oui, mais je prends un exemple. L'hôpital public, on annonce qu'on fait un moratoire sur les fermetures d'hôpitaux, mais pas sur les fermetures de services, et on maintient une programmation d'1 milliard d'économies sur la masse salariale dans l'hôpital public. Donc l'État, la puissance publique continue à reculer partout. Si on est sur un média économique, j'ai été ministre de la Consommation. Je m'étais attaché à ce que, dans mon ministère, les agents de la répression des fraudes voient leurs moyens et leurs effectifs augmenter, parce que là, dans un marché unique, et avec autant de circulation de biens et de marchandises, autant de contrats économiques passés entre le consommateur et les entreprises, s'il est une administration indispensable, notamment pour ceux qui sont favorables à la concurrence et à la libre circulation des biens et des marchandises, c'est bien la répression des fraudes. Il y a une programmation de 13% des réductions d'effectifs sur le quinquennat. C'est une aberration. C'est une aberration parce que ce qu'on demande aux agents de la répression des fraudes, c'est de vérifier la loyauté des informations données aux consommateurs, la loyauté des transactions, que c'est développer le commerce en ligne qui suppose des compétences et une polyvalence supplémentaire. Et quand on affaiblit l'État là, et quand on n'a pas finalement les moyens pour les consommateurs de réparer aussi bien que nécessaire le préjudice qu'ils peuvent subir, l'action de groupe qu'on a créée dans ma loi a été mise en œuvre, mais je le dis aujourd'hui, elle n'est pas assez efficace et il faudrait la rendre beaucoup plus souple. On voit aujourd'hui qu'il y a au fond une obsession aux économies sur le budget, mais qui est tellement indifférenciée, qui frappe tellement à l'aveugle, qu'elle est pour moi parfaitement absurde et sotte. Et je prends cet exemple de la DGCCRF parce que ça me semble vraiment caractéristique de l'absence de vision et de pilotage politique de ces économies budgétaires à Bercy. Puisque vous parlez de la répression des fraudes, on a le Premier ministre Édouard Philippe qui, jeudi, a missionné la Cour des comptes pour évaluer l'ampleur de la fraude fiscale en France. C'est vrai que les chiffres, on entend 2 milliards, 10 milliards, 40 milliards, 80, 100 milliards. Il faut clairement maintenant chiffrer ce phénomène. Ouais, je ne sais pas si Édouard Philippe en est encore au niveau des chiffres et du chiffrage de cela. Peu importe. On estime que c'est entre 80 et 100 milliards, qu'en Europe, c'est entre 800 et 1000 milliards. Donc en clair, on a aujourd'hui des pratiques qui sont des pratiques qui ne sont pas forcément illégales. 80 et 100 milliards en France, encore une fois. Il y a qui disent que c'est 10, 20, 30. Oui. Entre 20 milliards et 100 milliards, ce n'est pas le même chiffre. Non, mais d'accord, mais à la fin, on a quoi? Des politiques qui sont du politique de shopping ou de tourisme fiscal en Europe, qui suppose donc qu'on change un certain nombre de pratiques. Aujourd'hui, il y a des entreprises qui conditionnent leur installation à un rescrit fiscal, à des garanties qui sont posées de telle manière qu'elles puissent s'assurer de payer le moins d'impôts possible. La vérité, c'est qu'aujourd'hui... C'est pas de la fraude fiscale, ça. Non, mais d'accord, c'est de l'optimisation fiscale. C'est un accord non, mais c'est de l'optimisation. On parle de fraude, là. Oui, mais je vais revenir sur ces deux dimensions. Il y a la question de la fraude, je triche, il y a la question de comment j'utilise les règles. On n'est pas dans la morale, là. Il n'y a pas de morale dans cette histoire. Non, mais ça serait bien qu'il y en ait un tout petit peu. Même en matière d'optimisation fiscale, pardon de le dire, mais la morale, ce serait par exemple que Total, qui est responsable des 2/3 des émissions de gaz à effet de serre pour la France, paye une fiscalité ou un impôt spécifique lié à la réparation du préjudice qu'il nous fait subir à nous et à nos enfants. Donc ça n'est pas le cas. Donc ce que je pense, c'est qu'en matière d'harmonisation de la fiscalité, tâche ô combien complexe, parce qu'elle relève de l'unanimité, même si M. Juncker... Il faut changer la règle, justement, puisqu'on parlera des européennes. Il faut changer cette règle-là, mais
Pour la changer, il faudra déjà avoir l'unanimité. Donc... Oui, mais utilement, Jean-Claude Juncker, dont on ne peut pas dire qu'il ait beaucoup fait avancer le dossier de la fraude fiscale, parce que quand la Commission européenne est présidée par un luxembourgeois et a comme vice-président un néerlandais, M. Timmermans, qui lui est à la tête d'un paradis fiscal, parce que sont les Pays-Bas et Malte, qu'il faudrait reconnaître d'ailleurs comme tel, ça ne va pas beaucoup avancer. Mais il a reconnu, Jean-Claude Juncker, que même dans les traités, il existait des clauses passerelles pour basculer à la majorité qualifiée, même sur les questions fiscales. Ce qui veut donc dire que des instruments existent. Il ne faut pas non plus qu'on s'invente des Everest qui empêcheraient de changer la règle du jeu. Donc la France n'en fait pas assez, selon vous, en matière de fraude fiscale, parce que, qui sait comment il s'appelle, Pascal Saint-Amand, qui est à l'OCDE, le monsieur, on va dire, monsieur fiscalité de l'OCDE, qui est en charge de ces dossiers, qui pilote ce dossier-là au niveau mondial. Il dit en gros, la France est en pointe dans la lutte contre la fraude. Mais parmi les cancres, on est un peu moins cancre que les autres. Mais quand même, objectivement, on a fait pour partie sauter le verrou fiscal, le verrou de Bercy, mais pas complètement. La deuxième chose, c'est que je note aujourd'hui que quand il y a une négociation, ça éteint la totalité des poursuites, ce qui fait que c'est quand même très avantageux pour ceux qui finalement se débrouilleraient pour négocier réparation du préjudice qu'ils ont fait subir à la nation. Que je pense qu'il faut qu'on avance très très vite sur la question de l'assiette commune à l'impôt sur les bénéfices des sociétés. Parce qu'on ne le rappelle pas assez, mais la concurrence fiscale, et elle se poursuit, a conduit à ce que l'impôt sur les bénéfices des sociétés se traduise par une harmonisation par le bas du montant de l'IS. Alors les entreprises sont contentes, mais quelles sont celles qui en profitent le plus? Pas les plus petites, les plus grosses, celles qui ont aujourd'hui les moyens justement de pouvoir finalement... La France sera à peine dans la moyenne dans 2022. Oui, mais moi je considère aujourd'hui... il ne faut pas livrer ce combat, il faut rester 5, je pense que le combat contre la fraude fiscale, le combat contre les stratégies d'optimisation fiscale est décisif si on veut avoir les ressources nécessaires pour financer des politiques qui sont aujourd'hui en danger. Les politiques de santé, les politiques d'éducation dans ce pays sont en danger. Alors on peut choisir, mais c'est une stratégie. Et je pense que l'État poursuit cette stratégie dans le domaine de la santé, que ça coûte trop cher et que de facto, il faut préparer une forme de privatisation de la santé avec un hôpital public qui se concentre sur des tâches d'urgence. Et pour ce qui est des actes programmés, donc très lucratifs, on bascule sur le privé. Mais moi, ça n'est pas la vision que j'ai, pour demain comme pour après-demain, d'un système de santé comme d'un système éducatif, on y reviendra peut-être un autre jour, mais qui doit pouvoir assurer l'égalité des chances. Il y a fondamentalement une créature libérale, pas pure, mais derrière Emmanuel Macron, en tout cas un libéral pas loin d'une sorte de créature presque très dogmatique, qui tant sur la question politique, dans le rapport au suffrage universel et au peuple, que sur les questions économiques, avance sur un agenda qui me semble être devenu insoutenable pour la société française. Ouais. Et c'est pour ça qu'il y a une élection d'ailleurs, et que certains vont peut-être s'en servir comme défouloir. Oui, mais moi je pense qu'il faut faire des européennes, je veux dire élections européennes. On est à 2 semaines du scrutin, encore une fois, la campagne ne décolle pas vraiment en termes d'intérêt, c'est ce qu'on voit d'après les sondages, ouverture au lancement officiel aujourd'hui. Pourquoi est-ce que les Français ne sont pas motivés? C'est comme ça à chaque fois, et on aura encore 40% de participation, et qu'est-ce qu'on fait pour... Leur parle-t-on du sujet déjà? La question se pose. Vous avez des partis politiques qui ont tous des programmes franco-français. Nous, on est d'accord avec le nôtre ou pas, mais on a passé 1 an et demi avec 14 partis à construire un programme dans le cadre d'un parti transnational européen, le Printemps européen, un programme intégralement européen. Nous n'aurons pas besoin, le 27 mai, d'européaniser notre projet. J'insiste là-dessus, je crois un effort qu'il aurait fallu faire dans toutes les formations, et à compenser par le parti majoritaire, le parti présidentiel, qui nous donne son programme que depuis la semaine dernière. Ouais. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que ceux qui se prétendent les plus européens n'avaient pas de programme jusqu'à la semaine dernière, désignent comme seul adversaire les nationalistes et refusent le débat avec ceux qui, aujourd'hui, considèrent que c'est dans l'enceinte démocratique qu'est le Parlement européen qu'on doit discuter, débattre et trancher des débats sur les politiques macroéconomiques, le contenu des politiques budgétaires, Vous avez le sentiment d'assister un peu impuissant à ce duel entre le Rassemblement national et le parti présidentiel? Ils se sont choisis l'un et l'autre. Quand on voit les sondages, c'est honnêtement un vol de la campagne. On parle de rien de ce qui sera le quotidien des députés européens. Je vais vous dire, on est interrogé par des journalistes politiques français qui ignorent les rapports de force politiques européens, la plupart du temps. On est interrogé sur des questions de politique nationale, et là voire sur des programmes franco-français, je vous le dis, les socialistes français,
quand ils vont arriver, par exemple, au Parlement européen avec leur petit programme franco-français. Ils vont dire quoi aux Portugais de M. Costa ou aux Néerlandais de M. Timmermans qui sont favorables à l'alliance avec M. Macron? Ils vont plier, comme d'habitude, parce qu'ils ne seront pas assez nombreux. Et c'est ça, moi, Il fallait arriver unis aussi, hein. Non, mais, si la gauche était arrivée unie. c'eût été préférable, mais on ne va pas non plus passer notre vie à pleurnicher le fait qu'il y ait 34 listes, que la gauche est aussi divisée que le reste du paysage politique. J'aurais préféré l'unité, j'y avais proposé une votation citoyenne. Bon, ça a échoué, mais ce que je veux dire au-delà de ça, c'est qu'il y a des comportements à l'égard de cette élection qui sont désuets mais dangereux. Désuets parce qu'on continue à se présenter avec des programmes élaborés en France, comme si l'enjeu de l'élection était le rôle de la France en Europe. Ça n'est pas le sujet. Ça, c'est le travail d'Emmanuel Macron au Conseil. Nous, ce qu'on nous demande, c'est quelle coalition politique dans un Parlement qui représente les peuples européens pour, en codécision, je le rappelle, sur la plupart des domaines de compétences de l'Union européenne, décider d'une politique budgétaire, décider d'une politique commerciale. On en parlait tout à l'heure avec Pierre Moscovici, je vous écoutais, c'était intéressant. Il a dit d'un mot, on n'a pas eu le temps, on s'est croisés, mais je lui aurais fait la remarque sinon. Il évoque à un moment, d'un côté, l'attitude de Donald Trump qui relève de l'irrationalité auquel il associe la force, et de l'autre côté, il y aurait la rationalité, la politique de l'Europe. Mais la force, elle n'est pas toujours mise au service de l'irrationalité. On peut parfaitement être rationnel et utiliser du rapport de force quand on sait ce qu'on veut défendre. Mais le problème, pour dire quoi, là, vous voulez dire quoi en fait quand Leclerc, déjà, entre Allemands et Français, on n'est pas d'accord sur l'attitude qu'on doit avoir avec la Chine. C'est parce qu'on n'a pas... Eux, ils ont une industrie automobile qui se tape de plein fouet. Mais quand la Commission européenne a comme mandat exclusif et souverain les négociations commerciales, mais qu'on n'a pas la France était contre, de préférence collective commune, c'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qu'on veut défendre ensemble, quelle est la seule chose que peut faire la Commission européenne sinon dire on fait tomber toutes les barrières. Elle ne peut être que libre-échangiste, c'est-à-dire 2 fois plus que tout le monde. Et c'est bien le problème, parce que là encore, la force peut être mise au service d'un objectif raisonnable de défense de nos intérêts. Il faudrait du protectionnisme aux portes de l'Europe. Moi, je suis pour un ajustement carbone aux frontières, à l'évidence. À l'évidence, aujourd'hui, ce qui vient de loin, qui est polluant, qu'on pourrait produire ici, doit être taxé, au moins pour l'impact négatif qu'il a sur l'environnement. Donc oui, à cet ajustement-là. Mais il n'y a qu'à voir le projet des routes de la soie ou des nouvelles routes de la soie pour voir comment les Chinois ont une stratégie pour diviser les Européens et comment nous nous retrouvons dans cette situation où Pierre Moscovici, parce qu'il n'a pas d'autre choix que de constater l'impuissance de la Commission européenne à raison justement de la division des États membres, dit que la force est irrationnelle. Non, la force, elle peut permettre de défendre correctement nos intérêts. Ouais, juste un petit mot, il nous reste même pas 30 secondes. Dans notre programme pour l'Europe, on a vu la fusion Alstom-Siemens qui a été retoquée par la Commission européenne, c'était de mémoire février, je crois, dernier. Il faut revoir le droit européen de la concurrence pour faire émerger des champions européens. Moi, je le pense depuis longtemps. Ou alors, utilisons-le pour démanteler les GAFA nous-mêmes aussi, mais dans un autre domaine. Il faut des champions européens dans tous les secteurs. Mais moi, je pense aujourd'hui qu'il faut faire émerger des champions européens, qu'on n'a plus de politique industrielle. Et dans le domaine de l'intelligence artificielle, de l'industrie verte, dans tous ces domaines-là, on devrait, nous, avoir des stratégies qui soient des stratégies de coopération, ou même dans le domaine des industries de l'armement. Mais nous ne les avons plus. Et c'est ça qui est frappant, c'est que aujourd'hui, quand vous faites le point sur les projets industriels, économiques, culturels, éducatifs de l'Europe, c'est un projet à l'arrêt. Et au fond, dans l'attitude que nous avons à l'égard du reste du monde, dans nos négociations avec les autres géants, ou à l'égard des migrations, nous nous comportons comme une puissance vieille, riche et déclinante. Hélas. Et moi, je ne crois pas qu'il faille en rester à cette vision un peu apocalyptique, anxiogène et triste de l'Europe. Je crois au contraire qu'on a les ressources pour faire émerger un projet positif en Europe. C'est pour ça que... Il reste 15 jours pour mettre le paquet, là. Oui, mais il reste 15 jours pour essayer de parler d'Europe, puisqu'on n'a pas pu en parler jusqu'à présent. En tout cas, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Benoît Hamon, donc tête de liste de Génération pour les élections européennes, qui était l'invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci. Merci à vous.